Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous donner la possibilité de nous présenter à vous. Merci à l'Ordre de la région Bretagne. Merci à Eureka aussi, qui, je crois, de mémoire, est né en Bretagne Exactement, à en l'origine. 1986. Voilà. Enfin, ça Donc, s'appelait la disquette d'or à ça l'époque. s'appelait la disquette d'or. Donc, je suis Serge Baudin, cofondateur de Secha. J'ai deux, trois slides à vous présenter avant de vous faire une démonstration de la solution. Donc, je vais partager mon écran. Et je vais trouver, par exemple, ça, et vous me direz si vous voyez ce que je vois moi à l'écran. Est-ce que c'est C'est bon pour vous? parfait. C'est bon pour vous. C'est en plein Oui. écran ou pas? Non, c'est Voilà, Non, en c'est mode, pas en c'est plein mieux. écran. c'est pas en Voilà, mode diaporama. Là, Voilà, c'est très parfait. bien. là c'est parfait, très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que Secha? Secha, c'est une rencontre qui a eu lieu il y a 2 ans entre une société que j'ai cofondée en 2014, qui s'appelle Advanta, qui est une société qui fait de l'intelligence artificielle pour les banques et les administrations, dans un domaine très particulier qui est celui de la rédaction automatique d'analyse faite à partir de données. C'est-à-dire qu'on réplique un comportement ou un savoir-faire humain d'analyse de données et de restitution de cette analyse sous forme de texte clair et compréhensible avec un sujet, un verbe, un complément. Ce qu'on appelle le traitement automatique du langage. Et on applique ça pour les banques dans tous les domaines. Dans le domaine des risques, on rédige des analyses de risques, on rédige des analyses de la performance des agences de la Société Générale, des 2000 agences ou un peu plus en France. On rédige des analyses de risque dans le domaine des titres, des analyses de la performance de fonds d'investissement, etc. Donc, on a des clients en France. Beaucoup de nos clients sont assez implantés aussi en Europe et ailleurs. Donc, on a aussi des clients en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. On a reçu un certain nombre de prix d'innovation. C'est une trentaine de collaborateurs. Et puis un jour, c'était juste avant la période de la crise sanitaire, on a présenté à notre expert comptable qui s'appelle José Rodriguez, qui est un dirigeant d'un cabinet de taille intermédiaire. On lui a montré ce qu'on faisait, notamment pour le contrôle de gestion de la Société Générale, et il a trouvé que ça pourrait être intéressant pour la profession, pour la sienne, pour les experts comptables. Et on a décidé de créer un groupe de travail avec deux de ses confrères, Nicolas Triadou et Jimmy Lebrigand, pour réfléchir ensemble à une solution qui tirerait profit de ce que l'on avait fait pour les banques les années précédentes. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on a voulu comprendre où on mettait les pieds et quels étaient les enjeux, comment on pouvait synthétiser les enjeux de la profession et voir en quoi, par rapport à ces enjeux, on pouvait apporter quelque chose. Donc, on s'est aperçu, on a fait trois constats. Le premier, c'est que la tenue de compte reste au cœur de la relation client. Le problème, c'est que la tenue de compte, ça n'intéresse pas beaucoup les clients. Ce qui les intéresse le plus, c'est l'apport d'expertise que vous pouvez leur apporter. Vous avez tous, en tous les cas, les experts comptables ont fait autant d'années d'études qu'un médecin généraliste. Et on voit souvent son expert comptable moins souvent qu'on voit son médecin. Donc, l'apport d'expertise, il se fait essentiellement une fois par an lors du rendez-vous annuel. Et les besoins d'accompagnement, de restitution, évidemment, ils sont tout au long de l'année. Donc, ça, c'est le constat général. Ensuite, on est parti tous les trois. Alors, tous les trois, je ne vous ai pas présentés. Laure de Couette-Gourdaine, vous voyez, on n'est toujours pas très loin de la Bretagne, qui est directrice générale maintenant de Secha, qui est essentiellement en charge du produit. Fabien Gielli, qui est un technologue, donc le directeur technique, un ingénieur, et puis moi-même, qui est une dimension plus commerciale et marketing. Tous les trois, nous sommes partis en stage dans les trois cabinets que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on a identifié deux besoins qui nous ont semblé assez importants. Le premier besoin est un besoin d'efficacité opérationnelle. On s'est aperçu que beaucoup de collaborateurs passaient beaucoup de temps sur des tâches évidemment très chronophages par essence, et que notamment dans le domaine de la collecte des pièces manquantes, mais pas que, qu'ils n'avaient pas toujours de grande facilité pour accéder à des informations essentielles immédiatement,
que les outils les plus communément utilisés dans la relation avec le client restaient le mail avec la pièce attachée qui est la feuille Excel, ce qui n'est pas peut-être le moyen le plus fluide pour échanger avec le client. Ça, c'est le premier besoin, d'efficacité opérationnelle. Le deuxième besoin, on s'est aperçu que les experts comptables connaissaient très bien leurs clients une fois par an au moment du bilan, compte de résultats, liasse fiscale, et puis qu'après, on partait dans une période d'un an de tunnel où on allait tenir les comptes, et puis voilà. Donc, on a identifié un besoin de connaissance du portefeuille à tout moment, et pas seulement une fois par an, pour pouvoir identifier des besoins qui peuvent apparaître dans le courant de l'année. Un besoin également de restituer aux clients des informations à valeur ajoutée pour eux, c'est-à-dire pas des informations de nature purement comptable, mais plus de gestion. Voilà les deux types de besoins qu'on a identifiés. Donc, pour répondre à ce besoin, on a imaginé une solution qui… Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, vous ne voyez pas la petite barrette verte là que je vois sur le mien. Bon, voilà. Donc, on a imaginé une solution qui a comme caractéristique d'abord d'être en SaaS, évidemment, connecté à la quasi-totalité des outils de production comptable. Donc, il n'y a aucun projet informatique de connexion à mettre en place, etc. C'est instantané. En quelques minutes, Secha peut se connecter à votre outil de production comptable. Et qu'est-ce que va faire Secha? Secha va lire les écritures, les journaux, le grand livre, toutes les écritures, et à partir de cette lecture, va fournir des services. Ce sont des services qui sont essentiellement des services de productivité, en tous les cas qui ont l'ambition d'apporter de la productivité immédiate et des services d'efficacité opérationnelle. Alors, les services 1 et 2, que vous allez voir après dans la démo, sont des services de productivité pure. Ils consistent à faire la liste des pièces manquantes, en fait, plutôt de faciliter la collecte des pièces manquantes, ça avant l'arrivée de la facture X, mais probablement après l'usage de la facture électronique, il restera toujours des pièces pour aller collecter, pour justifier les écritures. Le 2, c'est la même chose que la collecte des pièces manquantes, c'est le pendant. Vous avez la facture, mais vous n'avez pas le paiement ou vous ne le voyez pas, donc les encours clients et fournisseurs. La troisième fonctionnalité, elle est une fonctionnalité d'efficacité opérationnelle. Elle consiste à identifier les points d'attention sur un dossier et de porter cette information à la connaissance du collaborateur pour qu'il le traite au moment où ils apparaissent. Là, l'idée, c'est de permettre tout au long de l'année de préparer la clôture et de finalement réduire le temps de clôture en ayant fait le travail tout au long de l'année. La quatrième fonctionnalité est une fonctionnalité qui s'appuie sur l'innovation propre d'Advanta, qui est la société qui a créé Secha. Je vous parlais tout à l'heure du traitement automatique du langage. Eh bien là, on va rédiger automatiquement des analyses sur l'évolution des indicateurs de gestion, chiffre d'affaires, marge, masse salariale, trésorerie et d'autres, dans un langage clair et compréhensible, accessible pour le client et qui va lui donner une vision de ce qui se passe dans son entreprise, et ça tout au long de l'année. La cinquième fonctionnalité, elle, est une fonctionnalité d'efficacité opérationnelle aussi, puisqu'elle consiste à permettre de voir à tout moment ce qui se passe sur le portefeuille de dossiers du cabinet. Quels sont les clients qui décrochent en chiffre d'affaires? Quels sont les clients qui, au contraire, ont une explosion de leur trésorerie dans le bon sens du terme, pour lesquels il faudrait que j'aille leur proposer des solutions peut-être de gestion patrimoniale? Quels sont ceux qui sont en retard de traitement du dossier, des dossiers comptables, du dossier, ce qui m'amènerait peut-être à réfléchir à mon organisation, peut-être au milieu de l'année, et pas d'attendre la fin de l'année pour s'en apercevoir. Donc, c'est vraiment une possibilité de voir à tout moment ce qui se passe sur le portefeuille. Donc, la solution a été conçue, accélérée et primée par les experts comptables, et ça depuis le début. On a conçu ça avec les 3 cabinets dans un premier temps, auquel s'est adjoint un
une association technique qui s'appelle le groupe Excel, avec laquelle on a collaboré pour élaborer la vue portefeuille. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés très rapidement par un accélérateur qui s'appelle INEST et puis primés par le concours Eureka l'année dernière. On a également eu un label du pôle Finance Innovation et un palmarès du chiffre. Voilà. Bon, ça, ce sont les bénéfices, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je vous montre plutôt après avoir fait la démo. Mais en fait, l'objectif, c'est quand même l'objectif et le bénéfice apporté pour les cabinets, c'est réduction des coûts de tenue comptable, le traitement des points d'attention tout au long de l'année et un éclairage sur le portefeuille des dossiers pour détecter des opportunités de mission ou d'organisation interne. Ce que je vous propose maintenant, c'est de, si j'arrive à sortir du plein écran en faisant échappement, voilà, de vous montrer ces chats. Alors, je suis un collaborateur, un expert comptable, un chargé de mission, peu importe, un utilisateur. Je vais me connecter à ces chats avec mes identifiants et mon mot de passe et je vais arriver sur la page d'accueil de ces chats qui reprend la liste de tous les dossiers, qui présente la liste de tous les dossiers. Donc, je peux accéder… Juste, Serge, pardon, il faudrait modifier le partage d'écran. Ah, pardon. Excusez-moi, nouveau partage et il faut que j'aille sur ça. Voilà. Donc, je reviens, je rembobine. Donc, vous voyez mon écran? Parfait. Voilà, donc je me connecte, mon identifiant, mon mot de passe, et j'arrive sur la page d'accueil de ces chats où je retrouve la liste de mes dossiers. Je peux accéder à mes dossiers à partir de cette liste que je peux classer par ordre alphabétique ou je peux aussi y accéder par cette barre de recherche. Et j'ouvre ici un dossier qui s'appelle Un coin de soleil. Sur ce dossier Un coin de soleil, je vais retrouver toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé. Les pièces manquantes, les encours clients-fournisseurs, les points d'attention, l'analyse et là-haut, la vue portefeuille qui n'est pas rattachée à un dossier mais à l'ensemble du portefeuille. On va commencer, si vous voulez bien, par les pièces manquantes. Sur ce dossier, nous avons 47 pièces manquantes pour un total de 714 937,70 €. Alors, qu'est-ce que je peux en faire en tant que collaborateur? Je peux d'abord regarder dans le détail de quoi il s'agit. Et là, je peux modifier cette liste, la personnaliser. En faisant plusieurs choses, je peux décocher des pièces pour lesquelles je ne vais pas demander de justificatif, ou plutôt les écritures pour lesquelles je ne vais pas demander de justificatif pour la raison qui est la mienne. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, parce que comme mon téléphone est couplé sur le haut-parleur, excusez-moi, je le déconnecte. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je peux manuellement cocher ou décocher, enfin plutôt décocher les pièces. Je peux aussi les filtrer. Ça, c'est la deuxième chose que je peux faire en disant je vais m'intéresser dans un premier temps, puisqu'il y a 45 pièces, essentiellement sur les grosses pièces supérieures à 500 €. Voilà, j'applique ça, donc ça va décocher automatiquement celles qui sont inférieures à 500 €. La troisième chose que je peux faire, c'est rajouter un commentaire. Commentaire du collaborateur. Je ne sais plus, je les comptais, c'était la quatrième chose quoi, que je pouvais faire, mais je peux encore faire une quatrième ou la troisième ou quatrième, je ne sais plus. La quatrième, on va dire, je peux aussi rajouter ici des pièces que Secham ne sait pas que j'en ai besoin, qui est un PV d'AG par exemple, ou un relevé bancaire. Voilà, ici j'ai mon PV d'AG. Et puis, je peux aussi, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, paramétrer la période d'analyse, parce que là, je demande des pièces jusqu'au 9 mars, mais je n'ai peut-être pas envie de demander les pièces du mois de mars à mon client. Je vais m'arrêter au 28 février, voilà, et j'ai terminé mon travail. Maintenant, je vais proposer gentiment à mon client de faire son travail. Donc, je valide cette liste et je vais
l'envoyer à mon client. L'adresse que j'avais saisie au départ est mémorisée ici, donc je n'ai pas besoin de la ressaisir. Je la ressaisis évidemment si c'est un autre interlocuteur. Ici, j'ai un petit texte qui va accompagner mon mail. Ce texte est totalement paramétrable au niveau du cabinet ou au niveau du collaborateur qui peut rajouter du texte s'il le souhaite. Donc, ce n'est pas une boîte noire, hein, c'est vraiment un assistant au service du collaborateur. Et la signature, le logo du cabinet, bien évidemment. J'envoie l'email et maintenant, je vais changer de casquette et me mettre à la place de mon client. Mon client, je vais sur sa boîte mail et là, il a reçu à l'instant cette demande de justificatif manquant, 42 pièces pour 711 000, etc. Et je vais accéder à la liste des justificatifs manquants. En accédant à la liste des justificatifs manquants, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une grande différence, c'est que le client n'est pas dans l'application C#. Le client est simplement sur une page de versement de pièces qui évidemment est connectée à C#, qui est en lien avec C#, mais il n'a pas besoin d'identifiant ni de mot de passe. Je dois rajouter que cette page, on peut l'ouvrir sur un smartphone et qu'on aura une adaptation, hein, c'est responsive, hein, on va avoir une page adaptée et on va donc pouvoir faire son travail aussi avec son smartphone. Alors, son travail, ça consiste en quoi? Tout simplement à aller fournir des pièces. Donc là, je vais aller chercher un PV d'AG, voilà, ici. Là, je vais, par exemple, ici, déclarer cette pièce perdue. On attire mon attention sur le fait que ça a de conséquences, mais je vais dire que je ne vais pas pouvoir la retrouver et je vais rajouter d'ailleurs un commentaire qui est que la société n'existe plus. Et là, à la grande différence des pertes qui sont traitées directement par le collaborateur sans aucune trace écrite du client. Là, on a une trace, et que je vous montrerai tout à l'heure, qui est éventuellement opposable en cas de contestation. Elle a été déclarée perdue, et puis là, je peux aller rechercher aussi une pièce. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que moi, client, j'ai reçu un coup de fil, j'y retournerai dans 1 heure, j'y retournerai après ma réunion. Je m'arrête là et quand je reviendrai, je pourrai masquer les opérations traitées et continuer mon travail. On va regarder maintenant ce qui s'est passé du côté du collaborateur. Alors, le collaborateur avait reçu 9 pièces au préalable avant qu'on lance cette opération et évidemment, si je mets à jour ma page, il en a reçu 12. Oui, 12, c'est-à-dire 2 pièces plus une déclaration de perte. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces pièces reçues? Il peut d'abord ne rien faire. Il peut ne rien faire en cela que C# est également connecté en aval avec de nombreux outils, type My Company Files, Dext, Idocus très bientôt, puisqu'on est en train de développer l'API avec Idocus, pour ceux qui ont cette solution, avec CJ de Box, avec MyUnisoft également. Donc, il n'y a rien à faire, ça part directement dans un traitement que vous aviez déjà organisé avant et le collaborateur n'a pas d'opération manuelle à faire. Ou alors, il peut évidemment télécharger. Là, par exemple, le PV d'AG, il va vouloir le télécharger pour pouvoir le classer. Il peut charger la totalité ou pas, ou pièce par pièce, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a, le collaborateur, comme outil de pilotage un petit peu de tous ces échanges? Il a évidemment tout l'historique des échanges que vous voyez là, hein, et également l'historique complet sous format CSV, avec également les commentaires qu'il a pu faire, les déclarations de perte, etc. Donc ça, c'est pour les pièces reçues. Les encours clients, les encours fournisseurs, c'est exactement la même chose. Là, je choisis le nombre de jours après date de facture. Donc là, j'ai mis 60, j'ai 53 pièces. Si je mettais 300 pour aller chercher les vieilles pièces, il m'en resterait encore 33. Donc voilà, je définis cette liste en accord avec mon client sur le nombre de jours après date de facturation en moyenne sur les encours clients. Et cette liste, je peux également
le cabinet peut également faire un commentaire sur cette liste. Je fais la même chose sur les encours fournisseurs. Et donc, je vais lui demander des explications ou des éléments sur ces factures pour lesquelles je ne trouve pas de traces de paiement. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? J'envoie évidemment le même mail que je vous ai montré tout à l'heure, mais je l'avais déjà fait en fait, puisque en envoyant les pièces manquantes, j'avais aussi mis les encours clients. J'en avais profité pour mettre les encours clients et les encours fournisseurs, donc là à 300 jours, et là les encours fournisseurs à 45 jours. Et le client va pouvoir, là il a mis litige, il peut rajouter, donner ses explications, paiement liquide ou autre, etc. Et transférer immédiatement à ce moment-là, dès qu'il a saisi, l'information aux collaborateurs qui voient ici, par exemple, qu'il y a 20 éléments expliqués par le client, voilà, avec un détail. Alors là, il n'y a pas grand-chose d'explication, hein, simplement commentaires, réponses, litiges, etc. Voilà, voilà pour les pièces manquantes, les pièces reçues, les encours clients et les encours fournisseurs. Si je passe maintenant aux points d'attention, alors les points d'attention sur ce dossier, qu'est-ce que j'ai comme point d'attention? J'en ai 4. 4, dont 2 qui sont assez importants et 2 autres qui le sont peut-être moins, mais qui nécessitent quand même d'être portés à la connaissance du collaborateur. Ici, on a des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social sur l'exercice précédent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis des 421, des mouvements non soldés au sein des 421. Donc, est-ce que les salaires sont payés? Donc là, il y a des points d'attention qui sont sérieux et qui nécessiteraient d'être traités le plus rapidement possible. Sur le non lettré des URSSAF, plus de 90 jours, il y a certains cabinets qui ne le font pas non plus tous les mois, voilà, ça peut arriver, mais on l'a quand même en point d'attention à traiter. Ça, évidemment, ce sont des informations qui ne sont pas à partager avec le client. D'ailleurs, CECHA ne le propose pas de le partager, hein. C'est réservé aux besoins internes de traitement du cabinet. Pour l'analyse, en revanche, là, on est dans une fonctionnalité qui a pour vocation à être partagée avec le client. Alors, l'analyse porte sur 4 indicateurs aujourd'hui: chiffre d'affaires, marge, masse salariale, trésorerie. Demain, c'est-à-dire pour le prochain congrès, vous pourrez rajouter tous les indicateurs que vous souhaitez. Fabriquer vos propres indicateurs. Par exemple, charge de dépenses de charge d'énergie. Hein, c'est quelque chose qui est à suivre en ce moment en particulier. Eh bien, c'est un indicateur qui va pouvoir être suivi. La deuxième chose importante, c'est que ces indicateurs sont complètement paramétrables, parce que ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'une marge, ça ne veut rien dire. C'est une marge sur quoi? Ça peut être une marge sur frais généraux, une marge sur des frais commerciaux, une marge sur achat, etc. Une marge opérationnelle. Donc là, la marge est paramétrable. Le chiffre d'affaires également. On peut définir ce qu'on veut prendre comme chiffre d'affaires pour faire l'analyse. La masse salariale également. On peut neutraliser, par exemple, l'effet des provisions pour congés payés ou pour licenciement ou autre. Alors, comment ça se fait? Ça, c'est dans un modèle de données. On va appliquer à ce client à Coin de Soleil un modèle de données qu'on a défini, d'accord, et qui est paramétrable au niveau. Ici, on a un modèle de données dans lequel on dit que le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est en racine 70. Là, vous voyez que la marge d'affaires, c'est une marge sur achat qui ne va pas m'intéresser. Donc, je vais pouvoir me fabriquer mon propre modèle, hein, qui va s'appeler OEC Bretagne. Voilà, je rajoute un modèle et dans ce modèle, je dis que ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux comme analyse, c'est une analyse sur un résultat opérationnel en enlevant les 64 par exemple. Voilà. Et je vais appliquer à chacun de mes clients le modèle qui convient pour pouvoir produire mes analyses. Donc, si je reviens sur l'analyse d'un coin de soleil, une fois que je vous ai dit que tout était paramétrable et que vous aurez la possibilité à la fin, au retour des vacances, de pouvoir rajouter des indicateurs, on va regarder ce que donne l'analyse ici, par exemple, sur le chiffre d'affaires. Alors, si je regarde les chiffres, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vert. Hein. Le chiffre d'affaires, ça a l'air d'être formidable.
La marge, ça a l'air d'être plutôt pas mal. La masse salariale, plus 4%, plus 2%, ce n'est pas catastrophique en cette période d'inflation, et notamment d'inflation des salaires. Sur la marge, je vois que j'ai un petit problème, c'est qu'en cumul, elle se dégrade de 10 points, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est peut-être le seul point d'attention que je pourrais voir simplement en regardant les chiffres. Maintenant, si on lit l'analyse, on verra que la situation est beaucoup plus périlleuse qu'elle n'apparaît par une simple vision de ces chiffres. On voit sur le chiffre d'affaires, je ne vais pas apprendre grand-chose. On va me dire que ça croît et récemment, ça croît notamment dû à une hausse importante au mois de janvier, malgré un recul significatif au mois de décembre. Bon, là, ce n'est pas très profond comme analyse. En revanche, sur la marge, on va me donner une information très importante. On va me dire que la marge en euros a baissé de 59 000 euros, un peu plus de 59 000 euros, du fait d'un effet taux de marge et très très fort qui n'est pas du tout compensé par un effet chiffre d'affaires. Donc on voit qu'il y a un problème structurel de dégradation de la marge dans cette entreprise, donc c'est plus sérieux qu'on pouvait le penser. Et si je regarde un peu plus dans le détail, je vais aller chercher les charges. Alors là, je n'ai comme charge que la masse salariale. Vous aurez la possibilité après d'avoir d'autres charges et de regarder l'évolution de ces charges. Regardons déjà la masse salariale. Alors la masse salariale, j'ai l'impression que tout va bien parce que la masse salariale a augmenté moins fortement que le chiffre d'affaires sur la période. Donc, je dis tout va très bien, à stock constant. Bon. Mais en fait, c'est le poste prestataire qui a augmenté de 22% à 499 000, que je compare aux 194 000 de masse salariale. Donc, c'est une entreprise qui, pour produire, va rechercher de la ressource beaucoup plus chère, probablement, et en tous les cas en grande quantité, avec des augmentations substantielles. Et ça dégrade considérablement sa marge et le chiffre d'affaires ne permet pas de compenser cette dégradation. Voilà un vrai sujet. Et d'ailleurs, en termes de trésorerie, on voit que la trésorerie est au plus haut niveau depuis 20 mois, mais ça, c'est très bien. Et là, j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure, la trésorerie est à 36 000 euros alors qu'elle était en négatif l'année dernière. Et tout va bien. Donc, c'est le meilleur niveau depuis 20 mois. Mais en fait, voilà comment ça s'explique. Ça s'explique par l'augmentation de la dette fournisseur de 169 000 euros. Donc, autrement dit, il fait de la trésorerie sur d'autres de ses fournisseurs, il dégrade structurellement sa marge, même si son augmentation de chiffre d'affaires est notable, mais ça ne suffit pas et il est même en train de creuser sa tombe. Voilà. Donc ça, on ne pouvait pas le voir par un simple tableau de bord. Souvent, les entrepreneurs qui gèrent uniquement le chiffre d'affaires et leur trésor se disent bah, tout va bien, j'ai de l'argent et puis je crois. Et en fait, ça ne va pas du tout. Donc, ça explique les points d'attention, probablement, que des problèmes de paiement des salaires, les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, etc. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ces analyses? Surtout, ça a de la valeur. Alors, ça a de la valeur pour deux personnes. Ça a de la valeur pour le collaborateur qui, lui, va avoir une autre vision de son client qu'il ne peut en avoir en tenant les comptes tous les jours. Ça lui permet d'avoir une vision plus gestion. Et ça a évidemment une très forte valeur aussi pour un certain nombre de vos clients qui vont être intéressés par cette analyse. Je dis un certain nombre de vos clients, peut-être pas la totalité. Excusez-moi, je vais demander. J'avais des gens très bruyants dans le couloir et j'allais leur demander de faire mezzo voce. C'est terrible, les voisins. Non, les voisins, c'est terrible, mais il faut faire avec. Alors, le chiffre d'affaires, voilà, je vous ai tout montré. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux partager cette analyse avec mon client. Je peux choisir les indicateurs que je vais lui présenter. Je fais suivant et je vais là me l'envoyer à moi. J'ai un petit texte, c'est la même chose que tout à l'heure. Et là, surtout, je peux compléter éventuellement le texte. C'est-à-dire que Secha, dans cette fonctionnalité-là, pourra devenir éventuellement un outil de génération d'un nouveau service pour vos entreprises. Vous leur donnez, pour un certain nombre d'entre elles, déjà des tableaux de bord, qui est encore sujet à interprétation, qui n'est pas toujours, on l'a vu tout à l'heure, ça a ses limites aussi. Là, on peut aller plus loin et aller faire de l'analyse. Donc là, on vous propose une analyse. Je dois vous dire que cette analyse sera de plus en plus poussée, de plus en plus fine au fur et à mesure des versions. Ce que vous voyez là, c'est, je dirais, la première version
de ce que l'on peut faire en matière d'analyse, notamment sur l'explication du chiffre d'affaires. Je vous ai dit tout à l'heure que ça n'allait pas bien loin. On est en train de travailler sur qu'est-ce qui a contribué à la variation de ce chiffre d'affaires, notamment pour les entreprises en B2B, voir quels sont les clients qui ont le plus contribué à la croissance ou à la décroissance du chiffre d'affaires. Ça peut être aussi une région pour les entreprises qui ont des marchés régionaux. Alors, je peux modifier ce texte et je peux, par exemple, là, rajouter une chose. Je suis le collaborateur et je viens de lui préparer la TVA à payer, là, de faire le calcul. Je mets attention. La TVA à payer pour février est de 39 000 €, c'est-à-dire la totalité de ce qu'il a en trésor, je crois, un petit peu plus, donc il va être dans le rouge. Voilà. Et j'envoie l'email. Alors, qu'est-ce que reçoit le client maintenant? Je vais me mettre du côté du client. Voilà. Ici, j'ai reçu mon analyse. Il reçoit quelque chose de très propre, très qualitatif, aux couleurs du cabinet, qu'il peut lire sur son smartphone. C'est la raison pour laquelle vous voyez le texte sous une forme de bande. Donc, c'est très lisible sur un smartphone et il a évidemment l'information aussi sur la TVA de février qui est de 39 000 €. Il a des graphiques également. Voilà. Donc, ça, c'est une offre, une possible offre d'accompagnement de vos clients dans la restitution qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'obtenir de son cabinet. Ça, c'est pour les analyses. Donc, vous avez vu les analyses, les points d'attention, les pièces manquantes, en cours client, en cours fournisseur. Maintenant, la vue portefeuille. Alors, sur la vue portefeuille, voilà, ici, ça ira plus vite. J'en ai ouvert une. Qu'est-ce que c'est que la vue portefeuille? Ce sont des petits tableaux que vous pouvez fabriquer en moins de 2 minutes sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Par exemple, ici, on a un tableau. Alors, tous ces tableaux ont été fabriqués lors de démonstrations. Ici, on a un tableau qui est première vente. Le cabinet voulait savoir, être alerté des clients, enfin des premières ventes, des premiers chiffres d'affaires qui apparaissaient chez de nouveaux clients, création d'entreprise, pour pouvoir être informé tout de suite et aller leur proposer probablement des services. Là, c'est un cabinet qui voulait savoir quels étaient les clients qui avaient le plus de points d'attention. Vous vous souvenez de la fonction point d'attention? Là, on les a numérés et on souhaiterait savoir quels sont ceux qui ont le plus de points d'attention et puis avec la possibilité éventuellement d'aller sur ce dossier. On va d'ailleurs y aller tout de suite. Il suffit de cliquer sur ce lien et j'arrive sur ce dossier où il y a de nombreux points d'attention avec des comptes d'encaissement en attente créditeurs, etc. Et surtout, peut-être le plus important, il y a un retard de traitement du dossier comptable. Voilà. Et c'est peut-être ce qui explique tous les autres points d'attention. En tous les cas, voilà, je vois tout de suite ce qui se passe sur ce dossier. Là, c'était un collaborateur d'un cabinet qui préparait la CVAE et qui voulait savoir. Alors, il connaissait très bien ceux qui étaient largement au-dessus des seuils, mais ceux qui avaient passé le seuil récemment il voulait avoir cette liste. Là, c'est les retards de traitement. Ici, les comptes 421 débiteurs. Les CA anormaux, chiffre d'affaires anormal, qui ont des croissances ou des variations qui sont anormales. Là, c'est les non lettrés. Voilà. Ici, dossier de Nicolas, qu'est-ce que c'est? C'était les dossiers du collaborateur Nicolas. Voilà, j'ai fabriqué un petit tableau. Là, le nombre de. L'efficacité des clients, j'aime bien ce tableau parce que c'est quel est le ratio entre les pièces reçues par rapport aux pièces demandées en pourcentage. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous allez discuter en fin d'année avec un client qui est à 1,85, par exemple, à qui vous faites une tenue de compte, je ne sais même pas comment on peut faire une tenue de compte quand on a un ratio pareil, mais c'est intéressant de l'objectiver et de pouvoir classer. Alors, évidemment, ces chiffres sont complètement aberrants parce que c'est un démonstrateur, on utilise de la donnée fictive. D'ailleurs, ce n'est pas très vendeur, parce que si avec ces chats, on n'est qu'à 10,53%, c'est qu'il y a un problème.
Donc, il faudrait on ait d'autres données. Vous avez ici le nombre de pièces manquantes, les pièces manquantes en euros, les dernières relances de pièces manquantes. Alors, ça, c'est intéressant. Là, il n'y a pas eu de relance depuis 136 jours. Bon, ce n'est pas normal, évidemment. Le LBA, qu'est-ce qu'il voulait savoir, lui? Il voulait le nombre de pièces reçues par rapport aux pièces demandées. Bon, là, c'était, je ne sais pas ce que c'est. Alors, comment ça se fabrique un tableau? C'est très, très simple. Vous avez pu cliquer là-dessus, vous créez un nouveau tableau complètement personnalisé, où vous prenez déjà des tableaux prédéfinis. Par exemple, première embauche, voilà. C'est un collaborateur, un client qui a pour la première fois une embauche. Voilà. Vous choisissez la couleur de votre tableau. Ça me suffit, je fais ça, je regarde. Et j'ai deux entreprises, la boucherie du coin et le bon traiteur, qui ont pour la première fois un salarié et je rajoute ça. Alors, comment je l'ai appelé? Première embauche, très bien. Et j'ajoute ça à ma vue portefeuille. Et je vais donc avoir le premier tableau qui s'appelle première embauche, que je peux déplacer évidemment dans mes tableaux très facilement. Je peux également, alors tout se met à jour, j'ai énormément de tableaux, c'est pour ça que c'est un peu long parce que tout se remet à jour. Je peux également sortir sous format Excel un tableau si je veux faire un retraitement dans le pilotage pour mon organisation, pour faire un listing de clients à rappeler, l'intégrer dans mon CRM ou que sais-je. Voilà. Donc je crois que vous avez tout vu rapidement. Alors, si c'est toujours là-dessus, voilà. Donc, on a vu les analyses, points d'attention, pièces manquantes, pièces reçues, cours client, cours fournisseur et la vue portefeuille. Juste deux points sur l'analyse sur lequel on fait beaucoup d'investissements actuellement. On va vous permettre sur les analyses d'intégrer une notion de variation de stock théorique sur la base duquel les analyses pourront aller jusqu'au résultat intermédiaire. C'est-à-dire qu'on pourra dire que la variation est identique à l'année précédente ou que, au contraire, on va partir de cette hypothèse de variation de stock pour pouvoir faire une analyse plus pertinente. On va également pouvoir intégrer un prévisionnel, un budget prévisionnel, et de faire des analyses par rapport au budget prévisionnel. Il n'y a pas beaucoup de chiffres à rentrer pour faire un prévisionnel, mais ça va nous permettre, à partir de ces données, de comparer le réalisé par rapport au prévisionnel et de comparer aussi le réalisé par rapport à la période précédente. On travaille également sur du benchmarking, c'est-à-dire que si vous avez une boulangerie, on va pouvoir aussi comparer ces évolutions par rapport à des données sectorielles sur lesquelles on va s'appuyer. Voilà, ça c'est pour les analyses. Et quant au point d'attention, c'est aussi un domaine sur lequel on investit le plus pour vous permettre éventuellement de paramétrer les points d'attention que vous souhaitez regarder en priorité et surtout enrichir cette fonctionnalité en rajoutant de nombreux points d'attention pour que les collaborateurs aient constamment à porter à leur connaissance ces points pour pouvoir les traiter tout au long de l'année. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais j'en ai terminé. Merci Serge pour cette présentation. Écoutez, la parole est donnée aux uns aux autres. Hein. On n'est pas très, très nombreux arrivés à cette heure-ci, mais vous ouvrez vos micros. On est suffisamment grand pour gérer intelligemment. Et je vais ouvrir le bal également sur les questions. On en est où, Serge, avec un projet ou une fonctionnalité d'API avec Je Facture? Je prenne rendez-vous avec eux. OK. Non, c'est absolument. Il faut qu'on les rencontre. Alors, en fait, là, je prêche pour ma paroisse et mes besoins. En fait, je suis en train de monter un écosystème à l'aide de Je Facture et MyUnisoft. Et comme Je Facture aujourd'hui fait du scellement et de l'archivage légal, en fait, ma porte d'entrée pour les documents devient Je Facture.
donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'effectivement, je vais basculer ces chats, hein, pour rien cacher. Je vais au moins le tester. Et effectivement, ce qui m'intéresserait, c'est de faire en sorte qu'on rapatrie le client dans la porte d'entrée, que soit GeoFacture, Bien sûr, de sorte à être certain qu'il ait son archivage fiscal, bien le sûr. temps que MyUnisoft ait son agrément ou travaille vers la notion de PDP. On va, écoutez, à l'occasion, je reprends contact avec vous parce que je les ai vus récemment. On doit se voir plutôt au mois de mai. Voilà, c'est ça l'échéance. Mais ça fait partie évidemment des écosystèmes avec lesquels on se doit d'être connecté. C'est évident. Ah, Claude, j'ai vu Claude qui a désactivé, enfin qui a plutôt Oui, réactivé son micro. oui, Bonsoir Claude. bonsoir. Donc moi aussi, j'utilise ces chats, j'en suis très, très satisfait. Je l'utilise depuis 3 mois, hein. Donc, au niveau analyse, je suis agréablement surpris que ça va évoluer parce que les retours clients sont très, très bien. Par contre, ils souhaiteraient avoir d'autres éléments. Bien Donc, on sûr, va patienter jusqu'au congrès, donc c'est bien. bien Par contre, sûr. il y a quelque chose qui me manque, moi, que j'ai fait déjà remonter au support et je sais pas, j'ai pas trop de réponses. J'aimerais, si c'est possible, quand on envoie les points d'analyse ou les pièces manquantes, qu'on puisse également insérer, si c'était possible, un document cabinet de demande, alors soit un PDF, soit un fichier Word, où on pourrait, comment dirais-je, comme tout est historisé, ça pourrait permettre de marquer des points d'attention cabinet, mais assez formalisés. Et je le verrai avec comment dirais-je, une recommandation cabinet avec une page en tête, vous voyez, mais où je peux insérer, c'est quand vous avez marqué PV d'AG, j'aurais imaginé merci d'ouvrir la pièce jointe et d'y répondre. Et ma pièce jointe, c'est moi qui la scanne et qui la mets. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, mais là, ça m'amène à vous poser une question. On Hmm. est en train de réfléchir parce qu'il y a un cabinet qui nous a demandé en disant, je ne sais pas si ça va faire un lien avec ce que vous disiez, mais il y a beaucoup de cabinets qui font les 2042 pour leurs clients chefs d'entreprise et qui ont besoin de pièces pour pouvoir faire les déclarations. Donc, on imaginait compléter la collecte de pièces manquantes par une fonction de formulaire que vous envoyez à votre client qui vous permettra, qui est personnalisable, évidemment, le formulaire est complètement personnalisable et permettra au client de bénéficier de la même expérience utilisateur pour aller charger des pièces pour sa déclaration. Ou des demandes d'informations particulières. Ça c'est une piste sur laquelle on pourrait aller. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, en fin d'année, au moment de la clôture, vous définissiez, vous, au lieu d'avoir le autre, ben, vous allez définir, vous, au nom de votre cabinet avec votre logo, la liste des pièces que vous voulez systématiquement. Je crois que la Ouais. question était plutôt différente. Elle était plutôt de dire, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une fonctionnalité pour que, en plus de l'envoi d'emails, de collecte de pièces manquantes, etc., mais qu'on se serve de cet email comme un véhicule pour aller adresser aux clients des notifications intéressantes, notamment, par exemple, voilà, on vous fait remarquer que vous n'avez pas de prévoyance. Paf. Et du coup, si j'ai bien Ah compris la oui, question de Claude, c'est de Oui, oui, profiter de c'est des l'outil de courriers plutôt traçabilité. recommandations, en fait. Recommandations pour nous ah, protéger, en fait. Ah oui, alors ça serait par exemple, si je reprends mon... Ah oui, oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que Oui, c'est... quand je dis, c'est pas pour faire beau, pour faire Non, truc, c'est non, qu'en fait, ok, j'ai quelque chose d'important à signaler pour j'ai compris. dégager un peu ma responsabilité. Et je voudrais que ça soit marqué. Et comme, bon, moi, j'utilise beaucoup maintenant ces chats avec mes clients, si je l'envoie avec Outlook différemment, en fait, ils savent plus. Un coup, c'est Oui, Outlook, un coup, c'est ces chats, un coup… alors on pourrait imaginer qu'au lieu qu'il y ait quatre... Là, le client, il reçoit, si je partage mon écran là, vous voyez mon écran ou pas? oui, Oui, ici on a pièce manquante en cours client, en cours fournisseur.
Et là, on aurait un onglet qui serait recommandation du cabinet ou Par alerte, exemple. par exemple, c'est ça? Ouais. Et dans la demande, ok, j'ai compris. Et dans la demande de pièces, on pourrait avoir un champ libre dans lequel vous rempliriez quelque chose, c'est ça? Ouais, Vous attacheriez ou insérer un document, enfin, ou insérer un document. épingler un document. D'accord. Ça, c'est pas Oui, trop. c'est Ça, pour que, l'instant, on ne peut pas, hein. c'est que Non, dans dans non, sa mais conception historique, Secha, donc on a cette partie collecte de pièces, donc du client vers Secha. Après, on a Secha vers le client pour l'analyse de gestion. Et là, ça serait un module complémentaire qui ouais, serait de Secha vers le client pour du document ou de la correspondance. ouais. Voilà. Oui, pour avoir quelque chose d'homogène. Je note ce point. Vous en avez fait part au support? Oui, oui, mais bon, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de développement en cours. Je peux comprendre. Euh, En tout cas, l'outil est vraiment très bien et je ne peux que le recommander. Merci beaucoup. Alors, Serge. On voit les échanges de mails. Est-ce que euh, les mails, si le client fait répondre à l'email, Ça euh, arrive directement chez le collaborateur. oui, par les voies de messagerie classiques, sans passer par Secha, en fait. Mais en fait, l'email est généré c'est un no reply. Et ça, OK, c'est obligatoire parce que, évidemment, on n'a pas le droit, nous, par ces chats, d'aller utiliser vos boîtes mail, hein. Ça engagerait une responsabilité. Enfin, ça serait impossible, même légalement. Donc, on envoie un no reply. En revanche, si le client répond, ça s'appelle un no reply, mais ça ne devrait pas s'appeler un no reply, parce que s'il répond à ce no reply, ça envoie le mail directement au collaborateur qui l'a envoyé. OK. Et oui, bah, du coup, sans qu'il y ait de classique. Par exemple, le client répond j'en ai rien à faire de vos demandes de pièces, vous me cassez les pieds comme tout le temps. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Bah, ça arrive pas dans ces chats, cette traçabilité. Non, non, nous, on est. Alors, soyons très clairs, hein. Secha n'est qu'un passeur de plats. Oui, C'est-à-dire que oui, bien sûr. Secha ne stocke pas les données. On va les lire, on traite l'analyse, on la renvoie. Et Secha ne stocke pas les mails. La seule chose qu'on stocke, c'est les identifiants des collaborateurs et leurs mails pour pouvoir justement passer les plats. Mais ça s'arrête là. OK. Donc, si vous avez des messages des noms d'oiseaux qui sont envoyés par les clients, nous, on n'est pas au courant. Tac, je pose la question sur la personnalisation des textes d'analyse, mais ça, j'imagine qu'il n'y a aucune difficulté à personnaliser les textes, hein. Ah non, c'est ce que je Non. vous ai montré. Je vais rajouter tout à l'heure du texte. J'ai rajouté, attention, la TVA à payer, etc. Et j'aurais pu supprimer des lignes ou rajouter du texte. Et là, alors ça, c'est une évolution fonctionnelle aussi qui va arriver. On a des cabinets qui, par exemple, dans un secteur d'activité, par exemple, je sais pas, la restauration ou le BTP, ils rédigent des notes d'analyse du marché. Vous savez, Ouais, ouais, tout à fait. voilà, il y a de nouvelles Les tendances réglementations, sectorielles. les tendances sectorielles, comment ça se passe, etc. Et là, on aura la possibilité d'intégrer ça dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il y aura l'analyse sur les indicateurs de gestion, plus un chapitre optionnel, évidemment, si le cabinet souhaite l'activer, qui sera ses propres analyses qui seront envoyées. Et donc, ça va encore valoriser, je dirais, l'ensemble du document qui va être envoyé à son client, hein, où il aura son analyse sur l'évolution de ses propres indicateurs de gestion, tout ça dans un contexte plus macroéconomique qui lui sera présenté. Et là, vous devenez des éditeurs enfin, documents personnalisés à forte valeur ajoutée pour tous vos clients. Alors, quand je dis tous vos clients, ça ne va pas intéresser la totalité de vos clients. Ça va peut-être intéresser 30 ou 40% de vos clients. Il faut que l'entreprise ait quand même
un certain niveau d'activité pour que ça l'intéresse. Ça ne va pas intéresser un BNC, par exemple. Question essentielle, Serge, qui n'a pas été abordée. Alors, combien ça coûte? Pas très cher. Alors, pas très cher, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ah oui, parce que c'est un jugement de valeur, justement, ça, pas très cher. Absolument. Alors, donc, ce n'est pas très cher et ça apporte de la valeur. Alors, d'abord, pourquoi ce n'est pas très cher? Parce qu'on a fait un pari que l'innovation devait pas, il n'y avait pas de surcoût à faire payer dans l'innovation et qu'au contraire, une innovation, pour qu'elle se diffuse, elle doit être compétitive. C'est-à-dire que le sujet, ça ne doit pas être un investissement. C'est pas je vais acheter la dernière voiture, le dernier prototype, machin, je vais la payer quatre fois le prix, mais j'achète de l'innovation. Non. C'est d'en faire un produit. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces précautions oratoires, je vais dire combien ça coûte, tout simplement. Alors, pour ça, je vais sur le site Secha. Et j'ai ici la tarification qui est en ligne. Voilà. On a actuellement deux offres. Une offre essentielle dans laquelle il y a essentiellement les pièces manquantes. Donc, il n'y a pas le paramétrage des analyses, les encours clients, encours fournisseurs n'y sont pas non plus, et la vue portefeuille n'y est pas, qui est à 89 € par mois pour 50 dossiers. On passe à 129 € par mois pour la totalité des fonctionnalités que je vous ai montrées, à 50 dossiers. Donc, on est à 2,58 € par dossier. Mais si on a 300 dossiers, on descend à 1,66 €, 1,26 € et 1,66 € le dossier. Voilà. Et tout ça, si vous en avez plus que 300 dossiers, à ce moment-là, on fait des devis et c'est des prix qui sont dégressifs. Donc, vous avez là les éléments tarifaires. Ok. Donc là, c'est peu importe le nombre de collaborateurs et Peu importe le nombre de collaborateurs, l'unité de calcul de l'abonnement, c'est le dossier, le pack de dossiers et le dossier supplémentaire. Et vous n'avez pas à gérer, je rachète un dossier, j'en rachète deux, c'est automatiquement facturé pro rata temporis. Donc, vous avez un pack de 50 dossiers, puis si vous en avez 52 le 15 du mois, et ben vous aurez les deux qui seront facturés la moitié du mois pour le premier mois, et puis ensuite seront facturés normalement les mois suivants. ok, il n'y a pas d'effet couperet dès qu'il y a le franchissement du seuil pour un dossier. Non. Non, non. Ok, alors moi j'avais une dernière question. Celle-ci était technique, mais je l'ai perdue. J'ai oublié de la noter. J'ai oublié de la noter. Bah, c'est pas grave, ça me reviendra après. J'imagine peut-être que quelqu'un a une question en attendant que ça me revienne. Tac. Ah si, bah voilà, ça me revient. Question technique. Oui, la liste comment dire, des encours clients et fournisseurs, c'est uniquement sur les écritures qui ne sont pas lettrées, en fait. Ce sont sur les écritures qui ne sont pas lettrées. Ça, c'est vrai aussi pour les pièces Les manquantes. pièces manquantes. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas lettré dans les journaux de banque, les 47, 411, 401 non lettrés qui apparaissent. Et pour les fournisseurs, c'est la même chose. C'est sur la base. Alors, effectivement, cette question, elle amène une remarque. C'est que si ça n'est pas correctement lettré, Secha ne peut pas travailler correctement. Hein, si on veut vraiment les pièces manquantes, il faut que, si jamais vous avez eu les pièces, il faut qu'elles aient été lettrées pour qu'elles disparaissent de la liste des pièces manquantes. Et ce qui amène d'ailleurs, nous a amené à pouvoir laisser aux collaborateurs le soin de décocher. Par exemple, il a reçu une facture le matin, il n'a pas eu le temps de la lettrer, il envoie le Secha, il dit ben, ça là, je ne vais pas la demander parce que je l'ai reçue. Voilà. Ok. Et pour ce qui est comment dire, euh,
Bon, bah, c'est pas vrai, hein, il commence à être tard. J'ai oublié ma question. Donc, c'est uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées. Et moi, ce qui m'intéressait, une autre question, c'est sur le suivi des demandes qui sont faites. Comment ça se passe, par exemple, le mois donné, un client, je lui dis, bah voilà, il manque telle pièce, il manque telle pièce. Le client ne répond absolument pas. Donc, le mois suivant, on a toujours cette pièce qui est dans les manquants. Oui. Et ça lui est retransmis avec un Et, historique en disant bah, ça vous a déjà été demandé le mois dernier ou... non, on ne va pas rentrer, on ne va pas répliquer ce qui se passe dans les mails, hein, parce que c'est généralement ce qui se D'accord, passe dans les mails en disant monsieur le client, je vous renvoie les pièces que vous m'avez pas, la liste que vous m'avez pas traitée le mois dernier, etc. Il va tout simplement avoir son truc qui va s'incrémenter, d'accord? Bon, il y a un moment, Secha ne peut pas tout faire. Il faut peut-être passer un coup de fil au client et lui dire, écoutez, on ne peut pas y arriver, quoi. Mais non, là, il y a. En revanche, ce que le collaborateur peut faire, c'est des commentaires en disant déjà demandé le mois précédent, déjà demandé le mois précédent, hein, dans tous les petits mhm. commentaires qu'il peut faire. Ouais, d'accord. Bon, par contre, il faut qu'il ait en tête que ce point-là avait déjà été demandé. Oui. Il y a pas une sorte de flag qui indique Non, non, il n'y a pas de rouge en disant ça avait déjà été demandé, etc. On part, c'est plutôt au niveau du commentaire que ça pourra se traiter. ouais, ok, ok, ok. Oh, parce que ça, c'est les excuses qu'on a traditionnellement des clients, hein. C'est le client de mauvaise foi qui nous dit, mais ah, vous me l'avez déjà jamais demandé. Ah si, vous avez une trace. Ah mais si, mais bien sûr. Ah non, 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 c'est On très a dans important. l'historique les échanges hein, qu'on a vus tout à Oui, l'heure, hein. oui, dans tout l'historique, il y a tout. C'est-à-dire que le client, vous pouvez lui ressortir la feuille Excel en lui disant le 28 à 7 heures du matin, je vous ai fait une demande de 85 pièces que voici et je n'ai jamais eu de réponse de votre part. Et Mhm. voilà l'adresse IP d'où c'est parti et on peut même savoir s'il l'a reçu, hein, si ça a été arrivé sur sa boîte mail. Donc là, je dirais les mauvaises foi n'ont plus d'arguments. Alors, qu'est-ce qu'on répond au client qui dit, mais si, je vous l'ai donné la dernière fois. Bah, prouvez-le moi. Non, Prouvez-le. c'est pas comme ça qu'ils font, hein. Ils nous disent, ben, non, non, bah attendez, moi je vous l'ai déposé, hein, si vous savez pas ce que vous en avez fait. Ah, ben ça, alors après, ça, il y a les experts. Je sais pas, t'en as des comme ça, Claude? Oui, oui, il y en a, mais en fait, là, avec ceux que je traite, me disent pas ça, en fait. Par contre, bon, des Ouais, fois, ils ont du mal, hein, ils ont du mal à déposer tout. Parce que des fois, je fais des listes trop longues, il faudrait peut-être que je filtre. Euh, Oui, mais après, ceux qui respectent pas trop, faut peut-être pas les embarquer. Moi, je me sers surtout de ces chats pour, je fais des demandes de points pour faire la période d'analyse. Et comme je sais qu'ils aiment bien certaines analyses, ben je fais des points, quoi, les points manquants. Après, si le dossier est en vrac, Secha, effectivement, ne peut rien faire. Il est en vrac, le dossier. Tu ne peux rien faire. À part peut-être appeler ton client pour le mettre dehors ou comme tu veux. oui, c'est ça. Non, mais en fait, on aimerait avoir tous des dossiers hyper propres. Bah, vous avez tous 5% de clients Ouais. pénibles, 10%. 10%. Ouais. Ça, c'est vrai dans toutes les industries, mais au moins, là, vous pouvez l'objectiver. Avec la vue portefeuille, vous les voyez tout de suite, mais bon, généralement, on les connaît, hein. Et, si vous connaissez, si vous n'avez pas la connaissance de tous les dossiers, ça vous permet de les identifier et puis peut-être pas de les neutraliser, mais au moins d'avoir un traitement particulier avec eux. Dans les tableaux, là, je reviens, Cédric, peut-être qu'il pensait à ça. Dans les tableaux d'encours client, on ne peut pas imaginer un jour d'avoir peut-être tous les débits clients, même s'ils sont lettrés, ne serait-ce que pour le client, pour que le client ait une vue de chiffre d'affaires qu'il a fait par client, ou du moins en sélectionnant certains. Parce que là, ça Ouais. n'apparaît que ce qui n'est pas lettré, Ouais. les encours, mais on ne pourrait pas avoir une sorte, pas de balance, mais de vision sur les plus gros clients qu'on pourrait sélectionner et en disant, ben voilà, vous avez fait tant de chiffre d'affaires en
22 sur tel client, que ce soit TTC ou hors taxe, qu'importe, par l'intermédiaire de Secha. Et En fait, c'est un autre tableau. Je vous en demande beaucoup, hein, mais ça, en fait, ça me donne des idées, votre outil. Mais oui, mais ça nous en donne aussi. Ça nous en donne aussi. Et je peux vous dire qu'on a une roadmap qui est longue comme le bras, mais on s'y attelle hein, parce que c'est dans notre plan d'investissement. Et puis, on a de la chance d'avoir un retour très, très positif de la profession. Donc, on a maintenant plus de 200 clients au bout de 18 mois de commercialisation, et ce qui permet de commencer à amorcer le financement des évolutions. Donc, ça, c'est très important. Donc, je dirais, la seule limite, c'est de ne pas de faire l'outil une usine à gaz. Il faut que ça reste simple. Et puis de ne pas aussi faire des choses qui existent par ailleurs. Hein. C'est de vraiment toujours trouver la voie entre le truc que personne ne fait, qui est très utile, personne n'y a pensé, et le faire. Mais pourquoi pas, ça c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Alors, ce qu'on voudrait nous intégrer, c'est dans les analyses d'expliquer quels sont les clients les plus contributeurs du chiffre d'affaires. Oui, mais c'est un peu là où je voulais en venir. Voilà, c'est ça. Et alors ça, on va l'intégrer dans l'analyse. Après, si on peut en même temps lui envoyer l'extrait de compte en pièce jointe, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pouvoir insérer un document que nous, on a dans notre outil, que ce soit Sage, Cegid ou autre, ou qu'on puisse insérer, vous voyez, le grand livre pour dire, ben voilà, le chiffre d'affaires contributif de ce client-là, il représente 10% de votre chiffre d'affaires. Je trouve très intéressant cette idée maintenant, que je commence à me l'approprier, de pouvoir en fait joindre aux analyses des pièces jointes, des documents, des pièces jointes qui viennent enrichir l'analyse en apportant des éléments que vous avez par ailleurs. Parce que ça, c'est pas techniquement, c'est pas très compliqué à faire, mais ça pourrait être, à mon avis, très utile. Ça répondrait à votre besoin, ça? Oui. Oui, plutôt que d'inventer une usine à gaz, parce qu'en fait, ce serait nous qui sélectionnerons les clients qu'on veut voir. On a tous des exports Excel dans tous nos dossiers comptables, donc on pourrait faire des tris. Absolument. Et insérer ce document Excel ou le mettre en PDF, et puis vous n'aurez pas à inventer la roue, en fait. Absolument. Et alors, notre idée de faire des formulaires pour collecter les informations pour les déclarations fiscales, ça vous intéresse ou pas? C'est une question ouverte à tous les participants. Parce qu'il y a un cabinet qui nous a dit vouloir mettre en place ça. Ouais, il y a deux phases qui sont essentielles en fait dans la demande de collecte de documents. Les outils historiques de production se les étaient intégrés. C'est d'abord la liste des choses à préparer en vue du bilan. Oui. Ça, on envoie ça en mois de décembre. Vous n'oublierez pas de faire votre inventaire, tac. Donc, éventuellement, joignez-le. Hein. Oui. La liste des IMO à actualiser, etc., etc. Voilà. Donc, c'est les deux phases où on demande aux clients de préparer des documents. C'est quand on fait la situation ou les comptes annuels. Et puis, la deuxième phase où on est en phase de collecte de documents qui marque notre vie fiscale, c'est aussi la période de déclaration de revenus. Et un formulaire très simple, paramétrable, que vous envoyez à votre client, où le client va faire comme pour les pièces manquantes, il n'a plus qu'à cliquer pour mettre les pièces ou prendre une photo ou éventuellement remplir un champ parce que vous allez lui demander un champ case à cocher, par exemple, ou une liste déroulante. Oui. Est-ce que ça vous serait utile? Oui, moi j'utilise Microsoft Forms pour ça. Ah oui, donc vous avez fabriqué votre outil avec Forms. Ouais. OK. Avec Forms, donc c'est couplé avec OneDrive. Donc quand le client il vient déposer un fichier, je le récupère dans mon OneDrive. Bien sûr. Et les autres participants qui sont experts comptables, ça vous intéresserait? Vous avez le droit d'ouvrir les micros et de répondre. Hein. Jean-Michel. Ouais, faut que j'ouvre le micro. Bonjour.
Bonjour. Moi, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'après, on travaille tous avec des listes qui sont déjà faites soit on n'utilise pas Google Form, mais on a déjà tous des modèles de courrier sur lesquels on vient supprimer certains textes, certains paragraphes. Ouais. Ouais, chez Acoléo, c'est Quadra, hein, de mémoire que vous utilisez? On est sur Quadra et on teste Microsoft aussi sur certains dossiers. Ouais. En réflexion pour quitter Quadra d'ici 18 mois. Quoi. Encore deux Ok. périodes fiscales. Typiquement, ça, c'est le genre de choses qui peuvent manquer dans MyUnisoft. Donc, on le gère à côté. Ouais. Bon, ouais. Enfin, il y a plein d'outils qui sont intéressants. Après, c'est toujours le problème du temps pour les mettre en place et pour que les collègues se les approprient aussi, quoi. Enfin, l'idée qu'on a, nous, là, avec ce cabinet, qui est un cabinet qui nous a contacté là-dessus pour cette demande spécifique, parce qu'ils ont ils ont un volume très important de 2042 et ils passent un temps dingue à envoyer des feuilles Excel, à préparer des trucs, à poser des questions, à avoir machin, etc. C'est d'utiliser toute la simplicité que vous avez eue dans la collecte des pièces, mais personnalisée pour des périodes comme la 2042 ou les pièces pour la clôture. Oui, oui, clairement, hein, d'avoir un Ah oui. module personnalisable qui intègre de l'objet formulaire classique, hein, Voilà. case à cocher, dépôt de pièces, liste déroulante. Ça peut être très bien parce qu'en plus, c'est un couteau suisse, c'est multifonction. On peut s'en servir pour faire une enquête qualité cabinet, on Absolument. peut Vous s'en pouvez servir faire pour plein de choses. pour le patrimonial aussi, pour Oui. poser des questions sur le patrimonial. Enfin, il y a plein de vertus à ça. Et puis, deuxième chose intéressante, c'est euh, moi, c'est la remarque mais après, ça prendra son temps. C'est de pouvoir flécher sur la collecte des pièces, aller la pièce qui est collectée, aller l'envoyer sur la PDP ou la future PDP. Ah ben ça va se Ouais. faire. Ça. Ouais, enfin, alors, logiquement, à terme, il n'y aura plus besoin parce que toutes les pièces arriveront sur le PDP. Si, il y aura toujours besoin parce que les PDP, c'est là que vont se situer les archivages, les archives fiscales. Ouais. Or, la facture électronique, ça ne concerne que les opérations en B2B sur le territoire français. Donc, Absolument. chez nos entreprises, il y a quand même un sacré paquet d'opérations qui ne sont pas concernées par la facture électronique. Absolument. Et ceux-là, on ne va pas les automatiser si on ne passe pas par des opérateurs de dématérialisation, des PDP, des CHA. Voilà. Oui, là, vous parlez des notes de frais, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est pas ça, c'est mon fournisseur qui est allemand. Je ne suis pas concerné par la facture électronique. Ouais. Je suis artisan du bâtiment, je travaille avec des particuliers, je ne suis pas assujetti à la facture électronique. Rien n'empêchera rien n'empêchera mon client de déposer leur facture sur Je Facture, par exemple. Et ben, en fait, c'est ça. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que tous nos clients auront une plateforme, ou presque. Et que c'est cette plateforme qu'ils vont utiliser qui leur fera leur archivage fiscal aussi. Ça veut dire que la porte d'entrée dans la compta, demain, c'est la plateforme. Oui. Oui, il faut que tous les outils soient connectés à cette plateforme. Alors, MyUnisoft a pour vocation d'être plateforme, oui. Mais ça prendra son temps. Je facture aussi. Moi, je travaille avec les deux pour l'instant. Mais je du principe que Je facture le sera avant les autres, avant MyUnisoft. Oui, et puis, enfin, avoir deux outils, ça peut être aussi bien. Parce que... Oui, puis de toute façon, il va falloir qu'on travaille avec plusieurs plateformes parce que aujourd'hui, on est dans l'ère de ce qui s'appelle l'expérience utilisateur. Et nos clients n'apprécient pas la qualité expertise comptable. C'est un terme désuet, la qualité pour un cabinet d'expertise comptable, puisque le client, d'office, il s'attend à ce qu'on fasse de la qualité. Donc, si on fait de la non-qualité, ça se saura. Par contre, ce que veulent notre client aujourd'hui, c'est de la simplicité et une bonne expérience utilisateur. Ils veulent consommer simplement et agréablement le service qui s'appelle expert comptable. Oui, puis qu'on soit là pour les aider à gérer tout leur administratif, là où ils n'ont pas. Enfin, c'est pas leur métier, donc c'est à nous de récupérer ça. Quoi.
Eh ben, merci Serge pour cette présentation. Merci à tous. Et pour Jean-Michel, puisque je ne crois pas qu'on ait la chance de vous avoir comme client, si vous avez envie de tester l'application, vous pouvez la tester gratuitement, connecté à CJ Quadra dans un premier temps, sachant que ça fonctionne aussi avec votre cible qui est MyUnisoft. Et vous pouvez le tester sur autant de dossiers que vous voulez et voir ce que ça vous facilite dans l'organisation du travail des collaborateurs pour collecter les pièces et puis de tester les analyses aussi auprès d'un certain nombre de vos clients. Donc là, c'est rendez-vous sur secha.expert, qui est notre site, secha, SESHA.expert. Et là, vous cliquez sur demander un test et vous choisissez un rendez-vous dans votre agenda qui vous convient. Et puis, on peut organiser tout ça. Voilà, je dis ça pour Olivier aussi, que je ne vois pas, mais qui est peut-être client ou pas, je ne sais pas, qui peut se joindre à nous comme ça. Voilà. Et pour les questions, il faut appeler Claude Cornec. Ouais, vous pouvez m'appeler. Ouais. Non, mais l'idée des formulaires, je trouve ça bien finalement, hein, parce que je réfléchissais en même temps, mais c'est pas mal hein, pour demander des stocks ou pour demander des factures à établir. Et oui. Plutôt que de taper quelque chose, un formulaire tout prêt qu'on mettrait en place, qui est récurrent en fait. Absolument. Vous pourriez avoir une petite bibliothèque de formulaires, un pour la 2042, un pour les clôtures et un pour des événements un peu exceptionnels. Et vous balancez ce formulaire et vous avez toute la fluidité de Secha derrière pour collecter les pièces. Vous savez s'il a répondu, s'il n'a pas répondu, combien il en manque. Et tout ça est automatiquement géré par la machine. Mais c'est pour ça que je vous pousse, hein, parce que comme moi j'utilise Secha principalement, j'ai horreur d'utiliser maintenant une autre voie. Quoi. Bon, ben, que ce soit le téléphone ou Outlook. Écoutez, le gros intérêt de votre outil, c'est que tout est archivé. Et ça, c'est vrai que c'est… Même si on n'a pas de contestation, hein, Cédric, enfin, pour l'instant, je n'en ai pas eu hein, sur ça, mais c'est vrai que le fait que tout est archivé et autres, pour moi, c'est sécurisé parce que combien de fois j'avais entendu auparavant, mais je voulais déjà donner. Là, je sais. Bien sûr. Après, je ne suis pas là pour dire, mais je sais par contre. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir des doutes. Parce qu'avec l'âge, tu sais, la mémoire. Là, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton et puis vous voyez. Donc, les formulaires, les analyses, tout ça, c'est pour le congrès alors? Ah non, le formulaire, c'est pour 2024 parce que là, de toute façon, c'était pour un besoin de 2042, mais là, c'est trop tard. Ouais. On ne pourra pas le sortir. Donc, c'est plutôt pour premier semestre 2024, le formulaire. Mais avant ça, on est en phase c'est pour ça que je vous pose la question, parce que dès que je rencontre un expert comptable, je lui pose la question pour savoir si ça fait sens. Donc là, je retiens que ça fait sens. Et puis, après, on a créé un comité scientifique qui est composé d'une 11 ou 12 experts comptables qui nous accompagnent aussi dans la roadmap. C'est pour ça que toutes les demandes que vous nous donnez, elles sont notées et elles sont traitées. Et c'est à partir de ça qu'on définit les priorités et puis les choix d'investissement qu'on fait. De toute façon, Secha est condamné à s'enrichir parce que ce n'est que le début On voit que quand on tire la ficelle, il y a énormément de besoins très opérationnels. Et comme on maîtrise plutôt bien les technologies, enfin, vous avez remarqué que l'application n'est pas buggée, on est très industriel à la fois dans le développement et dans la production. Donc, il n'y a qu'à faire maintenant. Je crois qu'Olivier voulait prendre la parole. Alors, Olivier, on ne vous entend pas parce que votre micro est coupé. Oui. Non, c'était pour faire un petit coucou. Je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas tout écouté, mais je trouve ça, je reste en veille, je trouve ça très intéressant en fait comme outil. Je le connaissais déjà, mais c'est une confirmation de ce que j'avais compris des produits. D'un point de vue fonctionnel, quand on travaille sur serveur physique,
comment on peut travailler avec, avec Secha, par exemple? C'est un dépôt de FEC mensuel? Ah, C'est quand, où il y a un plugin avec des serveurs? euh, vous avez, donc là, Cédric, vous pensez à quoi, hein? Vous êtes, par exemple, vous êtes sur CJ on-premise, c'est ça, dans vos Euh, non, non, suite à l'augmentation tarifaire de Cégide? enfin, de Cégide et le forçage pour le mode SaaS, bon, beaucoup de cabinets sont allés voir ACD, Oui. puisque ACD propose toujours un mode serveur. Donc, ce qui veut dire que Alors, Secha, ça marche très bien en API. Et qu'est-ce qui se passe quand le cabinet d'expertise comptable ne travaille pas sur du mode SaaS, mais travaille sur un mode serveur? là, il faut que je sorte mes anti-sèches. Parce que ce qui est certain, c'est que ça fonctionne alors, produit, connexion écosystème, état des connexions, amont aval. Alors, fonctionnel, mode, connecteur, donc ACD, par API, par API. ACD iDépôt. D'accord, ça passe par ACD iDépôt. Ça verse dans ACD iDépôt, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, absolument. Oui. À CDI dépôt, oui. En fait, on a besoin de. Si vous avez un CDI dépôt? Oui, il existe en mode serveur. Nous, on est en SD serveur, on a des dépôts. Alors, bah, si vous avez un CDI dépôt, ça doit fonctionner. Il suffit qu'on ait l'URL de iDépôt. Mhm. Et si on a l'URL de iDépôt, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais là, il faudrait que regarder plus en détail. Il faut que je pose la question à ma direction technique. Il faudrait que vous nous expliquiez comment c'est configuré, puis on vous répondra. Sinon, le mode FEC est effectivement opérationnel aussi pour quelques solutions pour lesquelles il n'y a absolument pas d'API, mais elles sont très rares. Il y a un ou deux éditeurs qui n'en ont pas. Ok. Eh bien, merci Serge pour cette présentation.